Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau TD consacré à l'économie sous le Consulat et l'Empire. Alors, nous évoquerons ici tous les aspects de la vie économique, de l'agriculture jusqu'aux services, en passant par l'industrie et bien sûr le commerce dans le contexte du blocus continental. Alors, l'économie a pendant longtemps été considérée, et l'est encore aujourd'hui, comme un parent pauvre de l'historiographie napoléonienne. L'historiographie du XIXe siècle n'évoque que marginalement la vie économique. Si on considère par exemple l'histoire du consulat et de l'empire de Thiers, d'Adolphe Thiers, il ne consacre que quelques pages au sujet. La première inflexion historiographique a lieu parmi les historiens qui s'inscrivent dans la mouvance de l'école des Annales. On pense notamment à Marcel Dunant, qui s'intéresse vraiment à l'économie en tant que telle dans sa thèse, portant sur le système continental et les débuts du royaume de Bavière. Il évoque les répercussions du système continental sur l'économie bavaroise. On pense également à François Crouzet dans l'économie britannique et le blocus continental, où il évoque les répercussions, donc thèse soutenue en 1945, dans laquelle il évoque les répercussions du blocus sur l'économie britannique et la réorientation des produits britanniques en direction de l'outre-mer. Alors, ici, c'est donc la problématique de la guerre commerciale et du blocus continental qui est surtout évoquée. En revanche, le développement de l'industrie dans la France napoléonienne est beaucoup moins évoqué, et pourtant c'est un sujet tout à fait intéressant. Néanmoins, plusieurs communications du colloque récent dirigé par Pierre Branda, L'économie sous Napoléon, est publié en 2016, évoquent cette question industrielle, et néanmoins, il reste encore de nombreux travaux à faire. Euh, des travaux de fond, des travaux de thèse, pour évoquer donc l'apparition de certains fleurons, je vais y revenir, qui constituent le socle sur lequel va prospérer la France au cours de la première industrialisation au XIXe siècle. Alors, nous évoquerons ici, dans un premier temps, la politique économique napoléonienne. Grand 1, la politique économique napoléonienne, en partant dans un grand A de des inflexions de cette politique napoléonienne, donc les inflexions du libéralisme au volontarisme d'État. Donc grand A, les inflexions du libéralisme au volontarisme d'État. Alors en effet, Napoléon, on catalogue un peu trop vite comme un étatiste, euh, et au départ, lors de son arrivée au pouvoir au début du consulat, pas forcément attiré par des idées étatistes. Il est conseillé en partie par certains libéraux, on pense notamment à Chaptal, qui est son ministre de l'Intérieur en 1800, on pense également à l'économiste proche des idéologues Jean-Baptiste Say, donc ces idéologues qui sont ces intellectuels libéraux proches des idées de Benjamin Constant. Jean-Baptiste Say, qui est le grand économiste libéral français de l'époque, qui a publié en 1803 un traité d'économie politique et qui influence au début du consulat Napoléon jusqu'à sa disgrâce en 1803. Alors, euh, cela s'observe par certains dispositifs, notamment l'absence de réglementation de l'État dans certains secteurs de l'économie, par aussi le fait que Napoléon rassure les milieux de la finance et du négoce. Alors, il avait promis cela aux banquiers qu'il avait appuyés lors du coup d'État du 18 Brumaire en 8. On pense notamment à Ouvrard, qui était le grand banquier de l'époque, qui avait appuyé le coup d'État du 18 Brumaire. On pense également au banquier suisse Perregaux. Et c'est cette volonté de rassurer les milieux financiers euh, existe dès les premiers temps du consulat, puisque la Banque de France est créée en janvier 1800 sous l'impulsion de Perregaux, et cette Banque de France a pour fonction de faire redémarrer la machine économique. C'est un puissant moteur permettant le développement économique. La Banque de France est au départ une banque privée,
issu de la réunion de 30 millions de francs de capitaux. C'est une banque à la fois de dépôt et d'émission de papier monnaie de 500 francs à 1000 francs. La Banque de France est réorganisée en 1803 à la suite de la création du franc germinal. Le but ici est de donner à la Banque de France un statut quasiment monopolistique puisque elle a le droit de donc d'émettre du papier monnaie et elle a le droit exclusif d'émettre ce papier monnaie pendant une période de 15 ans. Donc ici, il s'agit pour Napoléon, de finalement réaliser le rêve qui était celui de Necker, de créer une véritable banque monopolistique par réunion des banques privées et sous le contrôle de l'État. Donc à la fois de rassurer le milieu de la finance et d'introduire un certain contrôle de l'État sur cette finance. Alors, néanmoins, on observe également une volonté de diriger l'économie, une volonté très, très visible. Dès les débuts du consulat également, c'est la recréation, par exemple, des chambres de commerce en 1802, qui ont pour mission de présenter au gouvernement des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce, de faire connaître les causes qui en arrêtent les progrès, d'indiquer les ressources disponibles et de veiller à l'exécution des travaux publics. C'est également la poursuite donc de la politique du directoire en matière d'exposition des produits de l'industrie française. La première exposition des produits de l'industrie française avait eu lieu en 1798 et plusieurs expositions ont lieu en 1801, 1802, 1806. Alors ces expositions qui sont en fait les ancêtres des expositions universelles qui auront lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces expositions ont pour but de favoriser l'innovation. L'innovation en matière industrielle, par exemple en 1806, Nicolas Appert présente devant le public son dispositif pour conserver les aliments et c'est le début de la boîte de conserve, donc d'une innovation tout à fait essentielle. Alors, cette volonté de diriger se manifeste également par la création d'un système de brevets permettant donc à la fois de protéger les innovations techniques et d'améliorer la qualité des produits industriels. Alors, on le voit, l'État garde la main dans la lignée de Colbert sur l'économie. Et ce contrôle colbertiste sur l'État va s'accentuer au moment de la reprise de la guerre avec l'Angleterre et de l'instauration du blocus continental. Alors, en effet, par le décret de Berlin du 1er novembre 1806, les îles britanniques, selon l'article 1, sont déclarées en état de blocus. Alors, ici, il s'agit pour Napoléon de marquer les esprits, puisque la France vient d'écraser la Prusse à Iéna, à Auerstadt également, et donc la France, Napoléon est à Berlin, et bien évidemment l'Angleterre ici apparaît comme l'ennemi numéro 1 de la France. Donc il s'agit en réalité d'étendre par ce blocus de 1806 un dispositif qui avait lieu en 1803, puisque dès la reprise de la guerre avec l'Angleterre en 1803, les marchandises anglaises étaient prohibées en direction du continent. Alors néanmoins, ce dispositif ne fonctionnait que mal, puisque en fait c'était les bateaux français qui ne pouvaient pas sortir des ports continentaux, mais pas l'inverse. Les Anglais avaient eu différents leviers pour contourner le système dès 1803, hein, par la contrebande, par également l'usage de pavillons neutres, notamment des pavillons américains ou des pavillons suédois. Alors, ici, donc, il s'agit de renforcer le dispositif existant. C'est pour ça qu'on parle de système continental
à partir de 1806, puisque ce n'est plus seulement l'Empire français, mais tout le continent européen qui doit se replier sur lui-même. Il s'agit aussi bien d'interdire les produits manufacturés britanniques sur le continent que la vente de tout produit passant par des intermédiaires britanniques. Ça peut aller du sucre jamaïcain jusqu'au tissu indien. Alors, ici, le blocus doit être relié à la géopolitique. Bien évidemment, c'est, pour reprendre une expression de Jacques-Olivier Boudon, une véritable obsession de Napoléon. Et une obsession qui conditionne l'expansionnisme napoléonien en grande partie, qui explique cet expansionnisme, par exemple, en Espagne, en 1808. Cette volonté, donc, d'intervenir en Espagne et au Portugal, parce que le Portugal constitue une porte d'entrée des produits venant d'Angleterre, en raison d'alliances qui remontent au XVIIIe siècle, d'alliances commerciales entre le Portugal et l'Angleterre. Cela explique également l'annexion des États pontificaux en 1809, avec l'occupation de Rome, en raison de l'entrée, là encore, de produits anglais dans le port d'Ancône, qui, donc, je l'avais évoqué la semaine dernière, un port qui est un grand débouché sur l'Adriatique. C'est également ce qui explique l'annexion de la Hollande, qui est donc un espace important dans le système commercial européen et qui reste un espace de contrebande des produits anglais, et la Hollande est annexée en 1810, tout comme le nord de l'Allemagne, avec des grands ports comme Hambourg, qui est annexé la même année. Et c'est également ce qui explique même en partie les tensions croissantes avec la Russie, qui amènent à la campagne de Russie en 1812, puisque Napoléon précise dans le traité de Tilsit, impose à Alexandre de faire respecter le blocus continental. Alors, ces annexions disent finalement l'incapacité française à imposer à ses alliés l'application stricte du blocus. Et ça, on le voit dans le cas du port de Hambourg. En effet, le port de Hambourg est occupé par l'armée française dès 1806, avant l'annexion en 1810. Et néanmoins, cette occupation n'empêche pas la contrebande qui transite par le Danemark, qui est alors neutre, par le petit port de Toningen au Danemark, et les produits anglais franchissant la frontière se retrouvent finalement à Hambourg. Les produits anglais transitent également par le biais d'un îlot, d'un petit rocher qui se situe en mer du Nord, qui s'appelle Heligoland, l'île de Heligoland, qui est contrôlée par les Anglais, et les Anglais font rentrer leurs produits en Allemagne du Nord par ce biais-là. Et le plus souvent, les produits reçoivent un certificat de complaisance de la part du ministre plénipotentiaire français à Hambourg, qui se voit bien incapable de refuser leur entrée, ce qui pousse Napoléon à annexer Hambourg en 1810. Donc cet exemple montre finalement l'échec du blocus. Donc ça sera le grand C, l'échec du blocus. Donc le blocus n'obtient pas en effet les effets escomptés, car d'un côté, l'économie britannique finalement réoriente ses produits et devient durant cette période véritablement une économie monde en direction de l'outre-mer, en direction de l'Amérique du Sud. L'économie britannique réoriente ses flux. Et il n'en demeure pas moins que l'économie britannique est sujette à une violente crise du fait de ce blocus continental, une crise industrielle dans le monde de l'industrie notamment, puisque la hausse des prix entraîne un mécontentement très fort des ouvriers. C'est à ce moment-là que se développe, par exemple, ce phénomène qui est courant au XIXe siècle, qu'on appelle le ludisme, c'est-à-dire le bris de machines, les ouvriers refusant d'être remplacés par des machines. Néanmoins, l'économie française est également lourdement impactée, à commencer par ses douanes. Les douanes françaises, bien évidemment, ne peuvent plus percevoir les mêmes recettes puisque les produits sont prohibés, ce qui pousse Napoléon à moduler ce blocus continental, à finalement
revenir sur la prohibition, avec notamment le tarif de Trianon qui frappe les produits anglais, notamment les produits venant des colonies, de très lourdes taxes de 4 francs. Le droit sur le sucre est à 4 francs, mais les produits anglais peuvent à nouveau rentrer. La guerre commerciale est ainsi progressivement assouplie par le biais d'un système de licence de navigation à partir de 1809, et en miroir, ce système de licence existe également du côté britannique. Alors, du côté continental, ce système de licence existe surtout pour l'Empire français, puisque Napoléon, malgré cela, interdit aux pays alliés de la France, que ce soit les royaumes frères ou les États satellites, de mettre en place le même système. Et donc, quelque part, Napoléon devient, pour reprendre une formule comme souvent heureuse de Jean Tullard, lui-même contrebandier. Alors, l'absurdité de ce système est dénoncée par certains libéraux, notamment Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say qui donne l'exemple de ces produits coloniaux britanniques, le sucre, le tabac et le café, qui souvent se retrouvent dans les ports ottomans, puisque les Anglais continuent à commercer avec l'Empire ottoman qui est neutre, notamment à Salonique. De Salonique, ces produits traversent les Balkans et notamment la Serbie, se retrouvent en Hongrie, dans l'Empire d'Autriche, puis en Allemagne, puis finalement, quelques mois plus tard, on les retrouve, pour certains, à Calais, donc à quelques kilomètres des côtes britanniques. Donc là, toute l'absurdité et toutes les contradictions du système continental, du blocus continental, sont ici dénoncées par certains libéraux. Alors, ces contradictions nous poussent à nous intéresser sur les effets économiques contrastés du blocus continental, avec un grand A sur la ruine du grand commerce atlantique. Alors en effet, c'était l'apport essentiel du XVIIIe siècle, ce grand commerce porté par des grands ports le long de la façade atlantique. On pense notamment à Bordeaux et à Nantes, on pense dans une moindre mesure à La Rochelle, et ces ports sont ruinés par l'instauration du blocus continental. C'est particulièrement vrai de Bordeaux. Bordeaux, dont une partie importante du commerce repose sur le commerce triangulaire, et notamment le commerce vers les îles, et Bordeaux est lourdement impacté par le blocus. Il demeure néanmoins un commerce maritime par voie de cabotage le long des côtes, vers la Charente ou vers la Bretagne, mais très clairement, ce blocus continental sonne le glas de l'économie maritime bordelaise pour un bon moment, et d'autant plus qu'elle entraîne une désindustrialisation de l'arrière-pays, puisque toute une industrie en contact avec le port s'était développée, notamment dans la transformation, le domaine de la transformation du sucre, et bien évidemment cette industrie s'arrête, François Crouzet allant jusqu'à parler de désindustrialisation. Alors, le même phénomène est visible à Nantes, mais est moins prononcé. Nantes pâtit bien évidemment de ce blocus continental, le port de Nantes, mais l'industrie nantaise, notamment dans le domaine du textile, reste active, dynamique, du fait donc de cette présence du textile très forte, je vais y revenir, sous l'Empire, et également de la proximité avec la capitale Paris. Alors, néanmoins, malgré cette ruine donc du commerce atlantique, on observe le développement d'industrie et d'agriculture. Alors, je vais revenir dans un grand B sur le développement d'une agriculture de substitution. Alors, en effet, on le voit particulièrement dans le domaine de la vigne, par exemple. Quand on prend la viticulture, bien évidemment, la viticulture bordelaise est lourdement impactée par ce blocus continental, notamment donc parce que l'Angleterre constitue un débouché majeur du vin de Bordeaux. En revanche, d'autres vignobles bénéficient de ce blocus continental. Les Bourguignons, la Bourgogne. Très clairement, le vignoble bourguignon profite de cette réorientation des flux en direction du continent. Finalement, les Bourguignons gagnent pour un temps le vieux contentieux qu'ils ont avec les Bordelais.
le vignoble également de Champagne. Et c'est le développement à ce moment-là de plusieurs entrepreneurs majeurs, par exemple Moët et Chandon, grand propriétaire et négociant d'Épernay, qui prospère durant le Consulat et l'Empire, qui bénéficie en plus au début du Consulat, notamment en 1800 et en 1801, de bonnes récoltes, et cela permet l'instauration donc d'un commerce très important, avec de nombreux débouchés sur le continent, que ce soit en Hollande, en Allemagne, en Autriche et jusqu'en Russie. Par ailleurs, on voit l'apparition de cultures industrielles qui sont en fait des cultures de substitution. Pourquoi des cultures de substitution? Parce que avec le blocus continental, les produits coloniaux n'arrivent plus, ou alors arrivent par voie de contrebande, mais pas suffisamment. Et pour cela, on crée donc des cultures de substitution. C'est notamment le cas du colza, le colza présent en Normandie, dans le Nord et en Picardie, le colza qui permet de pallier l'absence d'huile de baleine qu'on rencontre notamment dans les mers du Sud, ce développement du colza est très important. De même, il y a un développement de plantes tinctoriales, se substituant notamment à l'indigo qui ne peut plus être importé des Antilles. Et ces plantes tinctoriales sont essentielles, notamment dans le domaine du textile. On pense notamment, par exemple, à la garance dans Provence, la garance qui est un colorant rouge, ou alors au pastel bleu dans la région de Toulouse. Alors, cette culture industrielle permet à la fois donc de créer de l'emploi, donc des revenus, et ces revenus permettent également donc de payer les employés et fournissent une première monétarisation de la vie dans les campagnes. On retrouve également, mais de façon encore embryonnaire, le même phénomène avec la betterave sucrière dans le nord de la France. Betterave sucrière qui est introduite de manière volontariste par un décret de 1811 qui prescrit l'ensemencement de 32 000 hectares entre un certain nombre de départements du Nord et de la Picardie. Alors, cette betterave sucrière destinée donc à pallier le manque de sucre de canne progresse, mais lentement, et on est encore qu'au début de la betterave sucrière à la fin de l'Empire, parce que il y a un certain conservatisme des cultivateurs, conservatisme euh, qui pousse finalement essentiellement non pas des agriculteurs, mais des entrepreneurs à faire cette culture de la betterave. Les premières sucreries, donc qui transforment la betterave, sont fondées ainsi par des pharmaciens, des notaires, des propriétaires ou des négociants. Donc ici, cela nous permet d'évoquer, puisque vous voyez, il n'y a pas qu'un aspect agricole, il y a aussi un aspect industriel, notamment dans la transformation de la betterave, ça nous permet d'évoquer les contrastes de l'industrie. Alors, certes, on ne, le blocus continental désindustrialise un certain nombre de régions, mais en réindustrialise d'autres. L'industrie se développe grâce à plusieurs fleurons, notamment on pense au domaine textile et au coton qui est alors en pleine expansion. Le coton, en effet, connaît une mécanisation particulièrement forte dans le domaine du filage. C'est l'apparition de machines nouvelles de filage venues d'Angleterre, notamment la Mulgénie, qui est importée d'Angleterre sous le Directoire. Cette Mulgénie permet de fabriquer plus de fils et des fils plus résistants. Alors, ce développement du textile se retrouve dans plusieurs régions, dans la région de Rouen, dans la région de Lille, dans la région de Mulhouse également, avec notamment la grande famille des Dollfus. On retrouve des entrepreneurs majeurs dans ce domaine du textile partout en France. En Picardie, par exemple, c'est l'aventure
de Richard Lenoir, ce grand entrepreneur du textile. On retrouve également des fabricants d'indiennes, donc ces fabricants donc de tissus et d'habits qui reprennent des motifs indiens, orientaux, et c'est notamment la grande réussite des Oberkampf à Jouy en Josas. Alors, néanmoins, une proto-industrie demeure très importante, une proto-industrie rurale, de tissage à domicile, donc artisanale, et cette proto-industrie est un complément de revenus essentiel pour les paysans. Autre secteur essentiel, c'est l'industrie chimique, qui est intimement liée au développement de la guerre. En effet, bon, l'industrie chimique existe en France dès la fin du XVIIIe siècle, mais elle connaît vraiment son essor à partir du Consulat de l'Empire, sous l'impulsion de différents savants. On pense notamment à Chaptal. Chaptal, industriel, chimiste et homme politique, ministre de l'Intérieur de Napoléon, qui est à l'origine d'un procédé de transformation de la viticulture qu'on appelle la chaptalisation, qui permet d'adoucir le vin et qui, dès 1782, installe une fabrique d'acide sulfurique et chlorhydrique près de Montpellier. À la fin du Directoire, il crée une nouvelle usine à Neuilly et c'est lui qui innove dans l'installation des usines puisqu'il installe ses usines à l'extérieur des villes, c'est le premier qui fait ça, mais en même temps à proximité donc de ce grand secteur de consommation que sont les villes. L'exemple alors le plus lié à la guerre, c'est celui de la soude. L'exemple de la soude à Marseille, donc pour la fabrication du savon. Les savonniers dépendent de souder, les savonniers marseillais dépendaient de soude naturelle espagnole qui était dérivée de l'incinération des barillas. Qu'étaient les barillas? C'était des plantes des zones littorales marécageuses espagnoles. Et en raison des guerres avec l'Espagne, à partir de 1808, les fabricants de soude en sont privés. D'où la création d'une soude artificielle fabriquée à partir du sel marin. Napoléon impose donc cette fabrication à partir de 1809. Suivant un procédé qui est connu, puisque ce procédé de création donc d'une soude artificielle a été inventé par Nicolas Leblanc en 1791, et très rapidement, la soude industrielle se développe dans la région de Marseille, puisqu'on compte 14 soudières artificielles dès 1810. Alors, en ce qui concerne l'industrie sidérurgique, il y a très clairement un développement lié à la guerre et à l'industrie de l'armement. Néanmoins, l'industrie sidérurgique reste relativement en retrait par rapport à l'innovation, du fait d'un certain conservatisme, aussi bien du milieu militaire que de la part des industriels. Et par exemple, on reste fidèle au charbon de bois, alors que se développe à la même époque en Angleterre le charbon de terre qui favorise la productivité et la qualité de l'acier. Donc, en conclusion de cette partie, on observe une certaine redistribution de la géographie économique de la France, puisque l'axe atlantique périclite au bénéfice d'un axe plus continental, avec Paris bien évidemment, et puis un axe Lyon-Strasbourg qui est tout à fait structurant en direction de l'Allemagne. Alors dans un troisième temps, je reviendrai sur les crises qui ponctuent la période, donc grand 3, une économie soumise à des crises, avec un grand A sur les fluctuations économiques. Alors en effet, on peut évoquer 4 grandes phases économiques durant la période. On observe, avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon, la reprise d'une forte activité durant le consulat, du fait notamment des réformes financières et bancaires que j'ai évoquées précédemment et qui permettent de rassurer à nouveau le milieu des affaires. Par la suite, à partir grosso modo du passage à l'Empire, on observe une période de première difficulté avec le manque de numéraire qui est doublé
de l'échec de la politique, notamment d'aide aux négociants qu'avait instauré Napoléon en 1800. Par ailleurs, et surtout la reprise de la guerre entraîne une baisse de la demande et de la production et un effondrement des exportations. Donc le retour d'une certaine crise qui oblige le gouvernement à intervenir en prêtant aux industriels et en renforçant les barrières douanières. Puis, nous retrouvons une période de 3 ans, de 1806 à 1809, marquée par une véritable prospérité impériale, prospérité qui est en partie due au blocus continental, qui dope l'industrie française, qui est débarrassée de la concurrence anglaise. Cette prospérité est marquée par une hausse de la production, un développement du marché intérieur, une ouverture de l'ensemble de l'Europe aux marchandises françaises, et une hausse du revenu. Puis, en 1810, une nouvelle crise très forte qui est due cette fois-ci aux contradictions du blocus continental que j'ai évoqué. On observe, en effet, à partir de 1810, à la fois un blocus donc le blocus voilà, qui existe depuis 1806, qui entraîne donc une baisse des échanges, donc un affaiblissement des établissements de négoce, une fragilisation des banques qui peinent à récupérer les prêts consentis et qui augmentent leur taux de crédit. Et dès lors, cette fragilité du système financier entraîne de nombreuses faillites de négociants à partir de l'été 1810 et cette fragilité a des conséquences, a des répercussions sur l'industrie et donc bien évidemment sur le monde ouvrier avec une vague de chômage à Paris, à Lyon, dans les grandes villes à partir de l'automne 1810. Vient s'ajouter à cela une mauvaise récolte en 1811 du fait de violents orages dans le nord et dans l'ouest et d'une sécheresse dans le sud de la France. Le prix des céréales monte, la disette et la misère augmentent en France. Et ici, donc, nous le voyons, nous avons une combinaison de deux crises, de deux types de crises économiques. Une crise quasiment archaïque, ancestrale, enfin, en tout cas, reposant sur un régime économique ancien, puisque c'est la météo, c'est l'économie agraire qui précipite l'économie dans la crise, avec une hausse des prix, notamment du blé. Ça, c'est pour le côté ancien, et aussi un aspect tout à fait nouveau, une crise économique nouvelle, c'est cette crise qui repose sur l'économie urbaine, notamment industrielle et bancaire, et qui est à l'origine de la crise en raison de la restriction des flux liés au blocus continental. Donc, l'État napoléonien réagit comme il sait le faire, par du volontarisme et par une politique économique incitative, faite de grands travaux pour fournir du travail aux ouvriers au chômage, par également la commande publique. Par exemple, en 1811, il y a obligation de porter les habits de soie lyonnaise à la cour de France, par également des prêts à des industriels du textile et à des banquiers. Néanmoins, cette crise est très mal vécue par l'opinion publique, donc grand B, une opinion publique mise à mal par la crise. En effet, l'État doit faire face à une fronde de l'opinion. En particulier, se propage de plus en plus au moment de la crise de fausses rumeurs. On craint notamment des augmentations d'impôts sur le sel, sur la patente, le retour finalement d'une fiscalité d'ancien régime. On rend également le gouvernement responsable de la pénurie en raison des achats massifs faits pour les armées et on réclame, dans le cas des ports donc, qui sont impactés par le blocus continental, la réouverture des ports. On reproche également dans certains départements aux maires et aux préfets d'organiser des transferts de grains vers des départements déficitaires. On va même parfois jusqu'à attaquer des convois de grains et à vendre à bas prix des céréales. Alors, l'un des
événements les plus menaçants pour le pouvoir est constitué par l'émeute de Caen en 1812. Donc Caen est une ville vraiment symbole puisque c'est une ville faisant partie d'une région, la Normandie, qui a été durement impactée par le blocus continental. C'est une région qui est spécialisée dans l'élevage, d'où un déficit chronique de céréales qui est aggravé durant la crise, euh, avec une hausse très forte du prix du pain. Dès lors, la colère populaire monte. La halle au grain de Caen est l'objet d'une émotion populaire, la foule réclamant du pain et du travail, et le préfet y est malmené. Un marchand de grains est soupçonné de vendre son blé à l'étranger, son moulin est pillé, et des sacs de farine sont partagés entre émeutiers. Les émeutières, par ailleurs, sont nombreuses. Et là, c'est le rôle, bien évidemment, des femmes sur ces émeutes qu'on observait déjà sous la Révolution, bien évidemment. La troupe est donc envoyée sur place pour réprimer le mouvement insurrectionnel, mais elle est impuissante et dès lors, le gouvernement utilise les grands moyens, d'autant plus qu'on est durant la campagne de Russie et que des rumeurs se propagent sur la mort de l'empereur euh, euh, à, à Moscou. Le gouvernement fait donc envoyer 4000 soldats euh, euh, qui entrent dans la ville le 6 mars 1812 et ces troupes organisent une répression féroce puisque 60 personnes sont jugées, les principaux meneurs, 8 personnes sont condamnées à mort, 8 à des travaux forcés et 9 à 5 ans de réclusion. Donc ici, bien évidemment, cet exemple de Caen montre un relatif détachement des Français vis-à-vis de Napoléon en raison des limites de la politique économique napoléonienne, et ce détachement est une explication de l'absence de soutien de certaines régions au moment de son retour, au moment des 100 jours, et c'est notamment le cas des régions littorales, que ce soit la Loire ou que ce soit la région de Bordeaux. Très clairement, le soutien de Napoléon à Napoléon dépend en partie de la réorientation de la géographie économique qui a eu lieu sous l'Empire. Par exemple, dans le cas bordelais, les Britanniques et les Français, alors avant même les 100 jours, en 1814, lors de la première abdication, sont accueillis en véritables libérateurs par le négoce, le milieu du négoce local. Donc en conclusion, on le voit, la politique napoléonienne en matière d'économie apparaît contrastée. Euh, Certes, le blocus continental a dans l'immédiat permis de réorienter les produits en direction de la France, mais cette réorientation s'est faite au détriment de certains secteurs, ce qui a accru le mécontentement au moment où les guerres tournaient du mauvais côté pour Napoléon. Néanmoins, par l'encouragement vis-à-vis de l'industrie, l'encouragement vis-à-vis de certains entrepreneurs, Napoléon initie une nouvelle phase dans l'économie française, marquée par une industrialisation plus moderne, et cette industrialisation plus moderne, dont le socle existe donc dès le Consulat et l'Empire, fournira donc le terreau à la première industrialisation.